Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours consacré à la place des hommes et des femmes dans la société française des années 50 aux années 80. Alors on va voir aujourd'hui en fait les grandes transformations. Je dis bien les grandes, mais c'est quelques transformations. C'est impossible de couvrir en un seul cours tous les changements qu'il y a pu avoir. Mais je vais comment dire, jeter des coups de projecteur sur quelques changements importants. Alors, le premier, c'est l'accès des foyers, d'accord? Donc des foyers des individus au confort moderne. À partir des années 50-60, commence une période qu'on a appelée les 30 glorieuses, où en fait, ben, les Français et les Françaises, mais c'est vrai dans tout le monde occidental, vont avoir accès à ce qu'on appelle la société de consommation. Et notamment, tout le confort, ce qui vous paraît aussi évident que les robots ménagers, les micro-ondes, un micro-ondes c'est plus tardif, hein, mais le four, le frigidaire, la révolution du frigidaire, ou les batteurs, bref, tout ce que vous voyez là, sont des choses qui se mettent à apparaître fin des années 50, début des années 60. Et c'est un confort moderne, pourquoi? Car comme le dit la publicité Moulinex, qui aujourd'hui est vue avec un peu de sarcasme et un peu de considérée comme très sexiste, mais bon, Moulinex libère la femme, c'est-à-dire qu'effectivement, ça va quand même décharger beaucoup de femmes, qui sont quand même à la popote à l'époque, d'une partie des tâches ménagères. Et en fait, ça va être le moment où les Français vont rentrer dans ces 30 glorieuses. Alors, les 30 glorieuses, c'est la période 45-75, c'est l'accès à la consommation de masse et l'explosion de la classe moyenne. Alors, ça se traduit, j'ai choisi cette image, ça se traduit par quoi? La voiture, la télévision, les vacances, les départs en vacances, que ce soit au ski, à la mer, le camping, etc. Ça devient un phénomène de masse. Donc c'est le début du tourisme de masse, c'est le début des départs en vacances de masse, des bouchons sur les autoroutes, sur les routes nationales, etc. Tout ce que vous pouvez connaître aujourd'hui apparaît à cette époque-là et c'est une vraie révolution parce que pour les Français, c'est un souvenir de période de grande prospérité. Grande prospérité, mais aussi optimisme. Pourquoi optimisme? Parce que quand votre confort s'améliore d'une année à l'autre, vous avez tendance à voir la vie en rose. C'est aussi le début du design. Alors le Formica, qui je crois revient à la mode, hein, mais qui était vraiment le symbole des années 50-60, en fait c'est le début de la cuisine moderne. Hein. Quand je dis la cuisine, j'entends les meubles, hein, vraiment l'espace de cuisine qu'on va refaire tous les 50 ou les 10 ans. Et c'est le début en fait de cette culture de la consommation où, alors c'est pas l'époque d'IKEA encore, hein, mais c'est le moment où les Français perçoivent leur espace de vie, leur espace domestique, comme un espace à renouveler, à décorer. Donc je vous ferai faire une activité sur le design des années 60 parce que c'est le moment où où se mettent en place un certain nombre de codes, pas forcément esthétiques, hein, mais de codes culturels quant à la manière d'habiter son espace. Alors vous voyez les magazines de l'époque. Hein. Bon, donc les publicités, je vous ai dit, ils sont très centrés sur les femmes. Ça a un peu évolué aujourd'hui, quoique. Mais on y voit bien l'apparition des arts ménagers, de la déco notamment, la déco intérieure. C'est à cette époque-là que ça apparaît. Ça ne veut pas dire qu'on ne décorait pas ces maisons avant. Mais ça veut dire que la décoration, c'était des objets, autrefois, c'était des objets qui étaient des objets artisanaux, voire artistiques, qui étaient faits en série assez limitée, qui coûtaient cher. Et désormais, tout le monde peut y avoir accès, et notamment à ces outils ménagers, mais pas uniquement, c'est le canapé, la table basse, etc. C'est aussi l'émergence de la jeunesse. Alors ça, j'en ai déjà parlé, je reviens là-dessus. 1945-1955 a lieu ce qu'on appelle le baby boom. Il y a une très forte natalité en France, et il y a énormément de jeunes. Et ces jeunes, ces gens qui ont entre, on va dire, 10 et 20 ans, entre les années 60, au milieu des années 50 et fin des années 60, et ben ces jeunes, en fait, ils sont nourris à la culture américaine. Et vous voyez ici le magazine emblématique, hein, l'émission. C'est une émission de radio à la base et un magazine, Salut les copains, où en fait, on voit la jeunesse française qui calque une partie de ses repères sur la jeunesse américaine, notamment les codes culturels, qui se met à rêver d'Amérique, et notamment du culte un peu à la James Dean, du rebelle sans cause et de l'individu, du jeune en rébellion. Et c'est l'idée du jeune rebelle. Et à partir de ce moment-là, la jeunesse, c'est pas un âge où un jeune c'est un mini-adulte. J'essaierai de vous faire une vidéo à part si j'arrive à vous mettre les vidéos INA que j'ai pu trouver là-dessus. Mais on voit bien qu'avant 1945, concrètement, le jeune, c'est un mini-adulte qui est politisé. Donc c'est le jeune communiste, le jeune catholique,
ça va être le jeune fasciste, le jeune ce que vous voulez. On est de toute façon, à 14 ans, on est à l'usine, on est ouvrier. On n'est plus considéré comme un ado ou un jeune. Aujourd'hui, vous vous considérez sans doute comme étant des ados ou des jeunes. Et ben cette période intermédiaire où on passe de l'enfance et on rentre pas dans l'âge adulte directement, mais on a une période de plus en plus longue, commence par l'adolescence et après qu'il y a ce truc très vague de jeunesse, ça apparaît dans les années 50-60 avec la société de consommation et avec effectivement la culture de masse, la culture rock, etc., qui va renforcer un phénomène qui est l'individualisme. Autrefois, on était beaucoup plus attaché au corps collectif, parti communiste, que sais-je, parti ouvrier, tout ce que vous voulez, la classe paysanne. En fait, on appartenait à une classe sociale et à un milieu, et à partir des années 60, on est jeune. Alors, on verra que ça ne veut pas dire grand-chose, mais que dans les représentations collectives, c'est hyper important. C'est le début de l'individualisme. Et je vous ai dit, c'est le début de la rupture entre les jeuns et puis les, entre guillemets, alors je ne vais pas dire les vieux, parce que ça veut rien dire, même si les jeunes, dès qu'on a plus de 30 ans, on est forcément un vieux pour eux. Et comme quand on est jeune, un jour on a 30 ans, bah effectivement, on est tous amenés à devenir vieux. Mais vous voyez sur cette photo qui est prise en mai 68, on a une personne âgée qui est là, qui passe et qui voit le slogan Jouissez sans entrave, c'est-à-dire faites-vous plaisir, faites ce que vous voulez, vous êtes jeune, profitez de la vie. Et on voit bien l'opposition qui commence à apparaître, ou comme le dit un célèbre rappeur, les générations d'avant considèrent que les générations considèrent toutes que ça, les générations d'avant considèrent que celles de maintenant font n'importe quoi. Bon bah ça apparaît vraiment à ce moment-là de façon massive. Et il y a un début de ce qu'on appelle une espèce d'hédonisme. Alors c'est quoi l'hédonisme? C'est le culte du plaisir, c'est-à-dire vraiment faire ce qu'on veut et se faire plaisir. Et ben mai 68, c'est pas que, mais c'est aussi une grande révolte hédoniste où la jeunesse veut se faire plaisir, elle veut faire ce qu'elle a envie de faire. Et je vous l'ai déjà dit, elle refuse les figures d'autorité et elle se considère comme étant la jeunesse rebelle qui va transformer le monde. Alors elle ne transformera pas le monde pour la plupart d'entre elles. Pour une partie des leaders de mai 68, ils finiront tous cadres et ils sont encore à nous donner des leçons. Et ils sont devenus des vieux, mais des vieux qui nous donnent encore des leçons, ce qui est absolument insupportable. Et d'ailleurs, ils refusent de céder la place aux jeunes. Mais ça, c'est autre chose. Pour revenir à ça, c'est le moment où effectivement, la construction de la jeunesse dans laquelle vous entrez en ce moment, à votre âge d'adolescent, où vous devez vous trouver des codes, il y a une culture jeune, des modes jeunes, un argot jeune, etc. Et bien tout ça commence à apparaître à l'époque. Alors, vous avez un autre phénomène qui apparaît dans les années 70, c'est le féminisme. Alors, le féminisme, c'est quoi? Ça peut être vu comme deux choses. Soit la lutte pour l'égalité entre hommes et femmes, c'est-à-dire que jusqu'au milieu des années 60, les femmes ne pouvaient pas ouvrir un compte en banque ou avoir un carnet de chèques sans l'autorisation de leur mari. Elles étaient dans une situation qu'on appelle une minorité juridique. C'est-à-dire qu'elles devaient demander l'autorisation à leur père ou à leur mari pour faire un certain nombre de choses. Tout ça, ça va disparaître dans les années 70. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une femme peut passer son permis de conduire, faire ce qu'elle veut, choisir ses études, comme elle le veut. Alors, ça, c'est l'aspect revendication d'égalité. Mais il y a aussi autre chose, qui est l'idée de la femme doit avoir le droit de faire ce qu'elle veut. Et donc, ça va être notamment la propriété de son corps, d'accord? Disposer de son corps comme elle entend. Ça va se traduire par un certain nombre de luttes dans les années 60, notamment pour la contraception, la fameuse pilule contraceptive, qui est un truc très important. Pourquoi? Parce qu'avant que ce soit légalisé en France, concrètement, en cas de rapport sexuel, soit vous avez de la contraception type préservatif, soit vous tombez enceinte. Et à l'époque, l'IVG, l'avortement, n'est pas du tout légal et il n'y a pas de pilule du lendemain. Ce qui fait que vous avez tout un tas de filles qui tombent enceintes ou qui se font, comme on dit, engrosser à l'époque, par des types qui ont parfois le courage de rester, mais qui souvent se carapatent. Donc c'est un vrai problème. Quand vous avez les mœurs, c'est-à-dire les pratiques des individus qui se libèrent, et que ça se traduit par des pratiques sexuelles aussi, par une libération de la sexualité, et bien vous avez effectivement, quand vous n'avez pas encore de contraception, l'accès à la contraception devient un enjeu hyper important, notamment pour les filles. Donc la première grande loi, c'est la loi Neuwirth. Neuwirth, c'est le nom du ministre qui va faire passer ça, c'est sous De Gaulle. 28 décembre 67, ça autorise la fabrication et l'importation de contraceptifs. Alors sur ordonnance médicale, c'est pas en vente libre comme aujourd'hui, mais avec autorisation parentale, etc., qui interdit toute publicité. Mais c'est le début, c'est le début des lois qui permettent en fait aux femmes de réguler leur fécondité.
et leur accès au corps. Alors vous voyez bien dans ces slogans au début des années 70, vous avez le MLF, le Mouvement de libération des femmes, qui revendique le droit pour les femmes de faire ce qu'elles veulent et de se comporter absolument comme elles veulent. Et mon corps est à moi, c'est-à-dire mon corps n'appartient pas aux hommes ou aux maris, je dois avoir le droit de décider pour moi. Ce qui va se traduire, alors en 71, il faut voir une chose. Hein. Avant 75, l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, l'avortement est interdit. Et à partir du début, enfin, vous aviez déjà des mouvements fin des années 60, mais vous avez une très forte demande de la société au début des années 70 pour la légalisation de l'avortement en cas de grossesse non désirée. Alors vous avez un manifeste très célèbre à l'époque, les 343 françaises qui s'étaient fait avorter et qui le disent publiquement. Alors elles risquaient la prison, pourquoi? Parce que c'était illégal. Alors comment on se faisait avorter? Soit vous aviez de l'argent, vous alliez en Suisse dans une clinique, soit vous alliez chez des avorteurs clandestins, et là vous risquez très concrètement votre vie, parce que un avortement c'est une opération médicale qui peut présenter des risques, donc si c'est fait n'importe comment, il y avait un certain nombre de décès tous les ans. Donc après quelques années de combat, il va y avoir la légalisation de l'avortement en 1975 avec la loi Veil qui légalise l'IVG. Alors dans des conditions assez strictes, hein, effectivement, l'idée c'était que l'avortement devait être un recours si la contraception n'avait pas été possible ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, les délais, c'est-à-dire le nombre de semaines, est porté à 12, si je ne dis pas, donc on peut avorter jusqu'à 3 mois après conception de l'enfant. Donc vous avez ici un certain nombre de grandes étapes, donc 67 la loi Neuwirth, 75 la loi Veil sur l'IVG. En 82, avec la gauche au pouvoir, l'IVG va être remboursé par la sécurité sociale. Oui, c'est-à-dire que là, l'IVG devient gratuit. Auparavant, il fallait payer pour avoir une interruption volontaire de grossesse, un avortement. Ensuite, en 2000, il y a alors, la loi relative à la contraception d'urgence, donc qui permet d'obtenir des pilules du lendemain, si je ne dis pas de bêtises. Et en 2001, on a un allongement de la durée de l'IVG. Voilà. On est passé de 10 à 12 semaines. Alors, c'est des questions qui font toujours débat. À vous d'y réfléchir et de vous renseigner là-dessus. En 2000, on a une loi très importante qui est votée, qui est la loi sur la parité entre les hommes et les femmes. En effet, on constate que les demandes d'égalité entre les hommes et les femmes se traduisent pas au niveau politique, au niveau des salaires, de façon concrète. C'est-à-dire que concrètement, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, mais même si ça a quand même pas mal changé, tout au long des années 70-80, la vie politique, elle est massivement dominée par les hommes. C'est-à-dire dominée au sens numérique. Les présidents sont des hommes, la grande majorité des élus sont des hommes. Donc pour remédier à ça, on va mettre en place une loi qu'on appelle la loi sur la parité, qui impose qu'on ait autant d'hommes que de femmes aux élections. Aux élections, quand il y a des listes, chaque parti doit présenter autant de candidats hommes et femmes. Comme ça, on espère avoir une meilleure représentation. Alors après, vous avez toujours un certain nombre d'inégalités. Quand vous regardez les tâches domestiques, c'est-à-dire les tâches faites à la maison, clairement, ce sont les femmes qui en font le plus, même si ça commence à bouger. Quand vous regardez, alors l'espérance de vie, par contre, ça bénéficie aux femmes, hein, moins qu'aux hommes. Ça tient au fait que longtemps, les femmes ne fumaient pas et buvaient moins. Donc évidemment, vous vivez plus longtemps dans ces cas-là. Aujourd'hui, il se trouve que c'est en train de se corriger. Alors est-ce que le fait que les femmes se mettent à fumer et à boire est une conquête du féminisme? Je ne sais pas, mais ça a un impact direct sur l'espérance de vie. Sur le taux de chômage, tendanciellement, il est plus élevé pour les femmes que pour les hommes. Même si vous voyez, à partir des années 60, en fait, c'était quand même déjà largement acquis. On commence à avoir en fait un lissage de la courbe, du taux d'activité. On commence à avoir tendanciellement autant d'hommes que de femmes qui travaillent. On constate toujours des écarts de revenus. Alors il faut se méfier avec ces écarts de revenus parce qu'en fait, la manière dont ils sont calculés, on prend tous les femmes et tous les hommes et en fait, on divise. On divise les revenus de tous les hommes et de toutes les femmes. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est par métier. Et par métier, on n'a pas des écarts aussi spectaculaires que ce qui est raconté là, mais je ne rentre pas dans le détail. Donc là sur la parité, je vous ai dit, alors vous voyez, en 2008, aux élections cantonales, on avait 20% de femmes, en 2011, 23%. Donc effectivement, grand progrès, hein. Ça met du temps. Et on a grosso modo un quart de candidats femmes, entre 20 et 20% hein, de candidats femmes sur les listes en cas d'élection. Alors c'est pas uniquement la mauvaise volonté des partis politiques, hein, c'est aussi que dans la vie politique, on constate que tendanciellement on a moins de femmes à s'engager, donc c'est aussi aux filles là de se prendre en main et d'aller s'impliquer dans les partis et
de militer, hein. C'est-à-dire que si dans un parti vous avez 10 ou 15% de militantes, ça va être difficile d'avoir 50% de candidates aux élections. Ça, c'est assez logique. Mais tout ça pour dire qu'on essaye de faire bouger les choses par la loi et que tendanciellement, il y a de grandes évolutions, même s'il y a encore sans doute beaucoup de choses qui restent à faire. Mais là encore, c'est un sujet complexe et on ne va pas pouvoir le traiter aussi vite que ça. Alors, mode de consommation, mode de vie ont évolué, les rapports hommes-femmes ont évolué, la famille aussi évolue. Vous voyez, c'est notamment l'entrée de ce qu'on appelle le divorce de masse. Depuis les années 70, le nombre de divorces a été multiplié quasiment par 4. Et aujourd'hui, vous avez un mariage sur deux en France qui se termine par un divorce. Donc statistiquement, c'est énorme, hein. Ce qui veut dire que le modèle familial évolue considérablement. La grande majorité des enfants, désormais, est conçue hors mariage. C'est-à-dire que les gens n'attendent. Autrefois, le mariage était vraiment une étape obligatoire, j'ai envie de dire. Les hommes faisaient leur service militaire. Au retour du service militaire, ils se mariaient et ils avaient des enfants. Désormais, on se marie tendanciellement hors mariage. Et quand on se marie, on a une chance sur deux de divorcer. Et vous voyez que c'est un phénomène qui est quand même très, très, très partagé par les pays occidentaux, hein. Vous avez aussi un autre phénomène qui est le nombre d'unions, donc je vous ai dit hors mariage, notamment du PACS. Alors le PACS, c'est le pacte civil de solidarité, qui permet aux gens en fait d'avoir un contrat civil en termes qui permet en gros d'avoir quasiment les mêmes avantages que fiscaux, c'est-à-dire en termes d'impôts ou en termes de législation, de transmission de patrimoine, que lorsqu'on est marié, mais de faire ça sans passer par la mairie, c'est un contrat. On va signer en fait un papier et puis il n'y a pas une grande cérémonie, on n'est pas obligé de divorcer, c'est entre guillemets une union, un mariage super light. Et bien vous voyez qu'en fait ça a énormément augmenté. Depuis 2013, le mariage des personnes du même sexe est autorisé. Vous voyez qu'il y en a un tout petit peu, ça reste numériquement quelque chose d'assez faible, comme pour le Pax. Mais on a ces évolutions de la famille et des formes de vie, des vies en commun. Souvent, quand j'ai dit les naissances en mariage, souvent les gens sont paxés, parce que le Pax représente quand même une première étape. Et beaucoup de gens commencent par d'abord se paxer, pour ensuite se marier, et puis ensuite souvent divorcer. Alors, autre gros phénomène économique, c'est la tertiarisation de l'économie. On en a déjà parlé en géographie quand on a vu les espaces agricoles. C'est très simple. En 1911, vous avez 40% de la population qui est dans l'agriculture. Un quart, je schématise, mais un peu plus d'un quart qui est dans l'industrie. Pardon, un tiers dans l'industrie, plus d'un tiers dans l'agriculture, et un quart qui est dans le tertiaire, c'est-à-dire les services, les besoins, etc. Donc là, le bureau, tout ce qui est dématérialisé. Aujourd'hui, c'est les trois quarts de la population est dans le tertiaire. On a 3% dans l'agriculture, en fait même moins depuis 2008, on est en dessous de 2 aujourd'hui. Bon, pourquoi? C'est la mécanisation, la transformation de l'économie et des moyens, je vous ai expliqué. Pour ce qui est de la perte du secondaire, ça c'est la désindustrialisation, c'est très simple. Euh, les industries sont parties soit en Europe de l'Est, soit en Asie. Alors, autre phénomène très important, les flux migratoires. Alors ces flux migratoires, ils datent pas d'hier. Depuis avant et surtout après la Première Guerre mondiale, on a eu une immigration intra-européenne. C'est-à-dire qu'on a des Polonais, des Italiens, des Belges, des Espagnols, des Portugais qui sont venus s'installer en France. Pourquoi? Parce qu'il y avait besoin de main-d'œuvre dans les industries. Après la Seconde Guerre mondiale, on a eu des migrations venant de nos anciennes colonies, donc de l'empire colonial. Des gens sont venus s'installer en France. Alors, vous voyez ici les régions dans lesquelles on trouve une forte population de gens. Alors ça, c'est en 1931, c'est pas aujourd'hui. 1931, les fortes populations immigrées. Bon, si vous regardez, en fait, ce sont les bassins industriels. C'est-à-dire que les gens sont toujours venus là où il y avait une forte demande de travail. D'accord? Cette immigration qui était européenne avant-guerre et qui est extra-européenne principalement depuis l'après-guerre, donc principalement Afrique du Nord, Afrique subsaharienne et aussi de la population asiatique, chinoise ou vietnamienne, depuis les années 70, elle va trouver sa place en France avec plus ou moins de difficultés, mais elle va considérablement transformer la France. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de Français qui ont des origines étrangères et que la présence de populations d'origine étrangère, si les gens deviennent français avec le temps, est beaucoup plus marquée qu'à l'époque. Alors là, vous voyez, dans la région Rhône-Alpes, entre 46 et 75, bon, c'est très simple. Dans l'immédiat de l'après-guerre, donc population qui était arrivée. C'était là en 46, c'est qu'elle n'est pas arrivée en 44, elle était arrivée avant.
C'était principalement des Italiens, des Espagnols, un tout petit peu de Portugais, mais surtout des Italiens. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Donc, on voit bien augmentation de la population algérienne, portugaise, etc. Donc des populations qui venaient d'autres pays que ceux qui étaient les pays d'immigration traditionnels. Donc la part des immigrés dans la population française aujourd'hui, c'est... alors, on a la hausse de la population maintenant, ça ce sont des graphiques de 54-90, maintenant on a pris 10 millions d'habitants en 30 ans, donc on est à 66 millions d'habitants. Le nombre d'immigrés, il a continué à augmenter, on a entre 10 et 15% de la population française qui est d'origine immigrée, même si on n'a pas de chiffres très très précis là-dessus. Donc c'est une des grandes composantes. Alors, autre évolution, je vous ai parlé de la tertiarisation, de la bagnole. Bon, il y a un autre espace qui va évoluer, c'est les villes. Les villes, à partir des années 50-60, sont modifiées totalement. Et dans les années 70, c'est le début de ces horreurs que sont les grandes surfaces qui naissent en périphérie des villes. C'est lié avec le début de la périurbanisation et c'est lié à la bagnole. Vous n'avez pas de bagnole, vous n'allez pas dans les grandes surfaces, vous allez dans les petits commerces. Et avec ce début de voiture, on assiste à la transformation considérable de nos villes, où on a un centre historique qui est là, le centre ancien, le développement des grands ensembles et des quartiers de banlieue, des quartiers périphériques, avec le supermarché qui est là, avec son parking. Et en fait, si vous voulez, pourquoi je vous parle de ça? On en a déjà discuté en début d'année quand on a vu la périurbanisation. Mais parce qu'en fait, à partir des années 70, c'est le règne de la bagnole qui apparaît. La voiture devient l'élément indispensable pour circuler dans le pays. À la fois, ça permet l'autonomie et la liberté de mouvement, donc c'est lié avec ce phénomène d'individualisation, c'est-à-dire que chacun se met à faire ce qu'il veut et à vivre comme il l'entend. Mais on a une considérable mutation des villes, puisque là où autrefois les villes se développaient assez lentement en termes d'emprise, de développement sur le territoire, et ben, ça va aller beaucoup plus vite. L'étalement urbain va se précipiter à partir des années 70. Et aujourd'hui, et surtout depuis les années 2000, on a atteint un niveau qui est absolument hors de contrôle, puisque tous les 10 ans, on a bétonné, donc artificialisé l'équivalent d'un département. Donc à ce rythme-là, dans 100 ans, bah, la planète Terre, la France, hein, la France sera totalement artificialisée, donc ressemblera à Coruscant dans Star Wars ou à la planète Trantor dans Fondation. Autre point intéressant, ici vous pouvez voir, il reste des cheminées d'usines, c'est pour ça que j'aime bien cette photo, c'est-à-dire qu'on a bien le vieux centre historique, les usines qui datent du 19e, début 20e, les grands ensembles des années 50, le supermarché des années 70, et derrière là vous pouvez déjà deviner, alors sans doute la 4 voies ou l'accès à voie rapide qui part par ici, et puis les grands lotissements pavillonnaires des années 80. Bref, ça c'est un condensé de l'évolution de la société française dans les années 70. Alors, 1973, il faut que vous reteniez cette date parce que c'est le début de ce qu'on appelle la crise. La crise, je vous en parlais, elle est liée à une chose. En 73, vous avez une hausse brutale des coûts du pétrole, pour plein de raisons dans lesquelles je ne vais pas rentrer, qui sont liées à un conflit en fait au Moyen-Orient, et les pays producteurs de pétrole décident d'augmenter le prix du baril de pétrole. Alors vous voyez, là vous avez la demande, là vous avez l'offre, et en fait, bah, qu'est-ce qui se passe à partir des années 70 et depuis les années 2000 on a la hausse du prix du pétrole qui est due d'une part à des choix des pays d'avoir augmenté ça, mais surtout une explosion de la demande avec la mondialisation et un besoin croissant d'énergie pour la production industrielle, et pas uniquement le tourisme de masse, les déplacements, le tertiaire, etc. Bref, on a besoin de plus en plus de pétrole et l'offre ne suit pas, ce qui fait que le prix du pétrole augmente. Si le prix de l'énergie augmente, 1973, premier choc pétrolier, tout va être plus cher. Les Français réalisent. Alors c'est simple, hein, je crois que le litre d'essence à l'époque, pour le ramener en euros, un litre d'essence c'était 20 centimes à l'époque, 20 ou 30, enfin ça coûtait rien. L'essence n'était pas du tout un problème pour les Français, et ça coûtait pas cher. Donc les gens avaient des voitures. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on se chauffait au fioul notamment, et si vous êtes déjà allé dans des maisons mal isolées des années 50 ou 60, ou début 70, vous constatez que c'est des passoires thermiques, mais qu'en fait il y a des cuves à fioul et que les gens surchauffaient. Pourquoi? Parce que ça coûtait rien. Et de même qu'on avait des voitures qui faisaient tout du 10 litres au 100, c'était pas du tout un problème, voire du 15 litres au 100, parce que l'essence coûtait rien, donc c'était pas grave. Et bien à partir de 73, ça change considérablement. Explosion du prix du pétrole, et là on rentre dans la crise.
Alors là, vous avez l'évolution du prix du baril. Vous voyez, ça coûtait 2 ou 3 dollars, non 4,30 $ au moment du choc pétrolier. D'accord. Et depuis, ça a explosé. Alors au moment où je vous parle, il est tombé à un taux historiquement bas. C'est-à-dire que le baril de pétrole est à 0 $. Ce qui signifie simplement qu'on va avoir un cataclysme économique sans, sans précédent. Donc c'est simple, le pétrole c'est un très bon indicateur. Quand ça coûte cher, ça vous met vos sociétés en crise. Quand ça coûte rien, ça veut dire que vos sociétés ont arrêté de consommer de l'énergie et donc qu'elles sont en crise. Bonne chance. Vous voyez ici l'évolution de mon emploi industriel, la fameuse désindustrialisation dont je vous ai déjà parlé. On avait plus de 5 millions d'emplois industriels en 1949. Et en fait, on baisse. On est largement en dessous de 3 millions. On est sans doute à 2,5 millions aujourd'hui. Ça a été divisé par deux. Ce qui signifie qu'en fait, la France est en train de se désindustrialiser. Vous direz, comme les hommes politiques sans doute, c'est pas grave, on fait du tertiaire, on va faire de la vente et des startups et on achètera tout ce dont on a besoin à l'étranger puisque ce sera produit en Chine. Bon, si vous avez suivi les événements récents, vous savez sans doute que quand on n'est pas capable de produire des masques ou du gel ou ce dont on a besoin dans notre territoire et qu'il y a une forte demande au niveau mondial, c'est simple, il y a des pénuries et euh, on se retrouve dans une drôle de situation qu'on connaît. Alors je vous ai parlé des jeunes. Je vous ai dit, bon, crise économique, jeunesse, désindustrialisation. À partir de 1973, c'est très simple, on rentre dans le chômage de masse. C'est-à-dire que avec la crise, ce qui se met à exploser, c'est le nombre de chômeurs en France. Dans les années 60, le chômage, c'était un phénomène un peu anecdotique. Hein. C'était pas un problème, un grand problème pour les Français. Il y avait le plein emploi. À partir de 73, on commence à rentrer dans la crise, c'est-à-dire le chômage s'installe, c'est le chômage de masse. On a des millions de chômeurs. Et aujourd'hui en France, on a 20-25% des jeunes de 15 à 24 ans qui sont au chômage. Alors vous allez me dire, ça veut dire que les autres travaillent? Ben non, les autres sont scolarisés ou autres. Et en fait, c'est très très difficile pour les jeunes. À mesure que s'est développé un culte de la jeunesse et une culture jeune, en même temps, ça n'a jamais été aussi difficile d'être jeune. Puisque quand on est jeune, c'est là où on est chômeur, on est le plus précaire, on a la plus grande difficulté pour se loger, etc. etc. Ce qui vous explique les difficultés que rencontre la jeunesse aujourd'hui. Paradoxe, hein, adulé d'un côté et maltraité de l'autre. C'est pas un très bon cocktail. Et pour le reste de la société, c'est pas mieux de toute façon, puisque si vous avez plus de 50 ans et que vous vous retrouvez au chômage, bonne chance, vous ne retrouverez pas de travail. Et globalement, on est face à une société qui connaît un chômage de plus en plus important. On a sans doute 10% de la population active qui est au chômage en France, plusieurs millions de personnes. C'est un véritable problème. Et malgré tout ce qui a été tenté par les hommes politiques, que ce soit Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, j'en passe, ou Macron, le chômage s'installe et on n'a pas trouvé la recette miracle. Donc je vous laisse recopier cette merveilleuse trace écrite, je la mettrai en ligne. Donc on a de nouvelles mœurs et de nouvelles libertés, la société évolue, hein, ce que je vous ai dit. Et en même temps, on va passer ce qu'on appelait les 30 glorieuses aux 30 piteuses. Les 30 piteuses, c'est vraiment la période qui rentre avec la crise. Alors on a appelé ça les 30 piteuses au début des années 2000, mais là c'est plus les 30, ça a tendance à être les 40 piteuses. Et on verra bien ce qu'il en est. Voilà, vous trouverez la trace écrite sur le Padlet. Je vous remercie pour votre attention.